quand les gens ne sont pas contents, il y a deux manières de ne pas être content. Soit on l'exprime au monde, soit on l'exprime contre soi. Lors d'une embrouille de couple, lors d'une embrouille avec quelqu'un, connecte-toi à vraiment qui t'es et pose-toi la question, qu'est-ce que je n'ose pas lui dire ? Hola todos, tudo bem. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Différents et alors. Moi, je suis Patrick Soulaï, coach et mentor des esprits singuliers. Je suis dans l'accompagnement depuis 20 ans. Et dans ce podcast, Différents et alors, je souhaite te partager mon expertise, mon expérience sur différents sujets qui peuvent aider les esprits singuliers. Parce que dans le monde dans lequel on vit, certaines fois, on ne s'y retrouve pas. Donc, le thème de cet épisode, ça va être la surcharge mentale. Amuse-toi bien. Salut Patrick. Hola monsieur Samy. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Let's go. On va poser quelques questions, t'as vu? Ouais. Je vais être l'intervieweur de ce podcast. Ouais. Parce que de toute façon ton sujet m'intéresse. Yes. Je me considère comme un esprit singulier. Également, je me considère comme un esprit singulier qui aime se mettre des étiquettes contrairement à ce que toi tu proposes. Exactement. Et du coup, j'aimerais, en tout cas pas à titre personnel, mais je pense qu'on peut ouvrir les perspectives aux gens qui aiment se mettre des étiquettes et proposer différentes approches à ceux qui n'aiment pas se mettre des étiquettes. Exactement. Donc là, je vais te poser des questions. Aujourd'hui, le sujet, la surcharge mentale. Ouais. Je pense qu'on se sent concerné, nous les esprits singuliers. Ouais. Moi, je me sens concerné à mort, tu vois. Ouais. J'appelle ça ADHD paralysis. Tu vois, quand je suis en surcharge mentale, je fais plus rien. Ouais. Mais c'est ma version. C'est peut-être pas ta version. Et étant l'expert ici, avec 20 ans d'expérience, j'aimerais savoir qu'est-ce que la surcharge mentale et comment tu trouves qu'elle se manifeste dans la vie quotidienne des esprits singuliers. Alors, c'est très intéressant parce que la surcharge mentale, souvent, lorsqu'on est un esprit singulier, on va avoir tendance à se taper dessus et on va dire mais je procrastine, j'arrive pas à faire les choses, je suis nul et j'arrive pas à avancer. Alors que concrètement, c'est pas une envie de pas avancer. C'est même pas, certaines fois, c'est même pas le fait de ne pas savoir ce qu'il faut faire. C'est particulièrement une difficulté, c'est que je mets tout au même niveau. C'est-à-dire j'ai plein de choses à faire et je mets tout au même niveau d'importance. Donc, comme je mets tout au même niveau d'importance, avancer, c'est difficile. Parce que j'ai l'impression, tu vois, c'est comme si tu es dans un bateau, ton bateau, il est sur la mer et tout, et qu'il y a des trous. Il y a des fuites. Et toi, tu veux bloquer tous les trous en même temps. Tu vois, alors qu'il va y avoir des trous plus importants à bloquer que certains que tu peux gérer beaucoup plus tard. Et la surcharge mentale, en fait, c'est cette espèce de phénomène parce que je vais tout mettre au même niveau et puis après, moi, je vais me taper dessus. Et puis, je vais me dire, de toute façon, ça ne sert à rien, donc je ne vais rien faire. Quels signes, selon toi, permettent d'identifier qu'on est surchargé mentalement ? Comment ça se traduit concrètement ? Pour certaines personnes, ça va se traduire en mode de l'immobilisme. Pour d'autres, ça va être une humeur. On va le voir dans la mauvaise humeur. Ils vont être aigris, ils vont être énervés. Ça va être une perception aussi de la vie. Et donc, du coup, ça va être tout ça, ça va se rejoindre un peu. Je suis immobile et je suis pas content. Alors, quand les gens sont pas contents, il y a deux manières de pas être content. Soit on l'exprime au monde, c'est-à-dire que le monde c'est de la merde, les gens c'est de la merde, les gens ils servent à rien, etc. Soit on l'exprime contre soi. Et donc on va se dire non mais de toute façon pourquoi je fais ça en fait ? Pourquoi j'avance ? Pourquoi je fais ce truc-là ? Non mais en fait le problème c'est moi. Alors qu'en fait non, il s'agit pas de ça. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'une perception qui est, justement, quand on parle d'esprit singulier, il s'agit de l'histoire qu'on nous vend, en fait. On nous vend des gens qui sont des super-héros et qui arrivent à tout faire. Non, c'est pas ça. Puis, il s'agit aussi d'un fonctionnement qui est, souvent mis en avant. Donc, il y a des gens qui vont avoir une qualité, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une qualité qui est mise en avant, ça veut dire qu'ils vont avoir une motivation intrinsèque. C'est-à-dire j'ai une motivation en moi, j'ai besoin de personnes pour être motivé, et puis je vais avoir la capacité de faire un planning, et ce planning, j'ai la capacité de le tenir, etc. Donc ça,
c'est ce qu'on nous vend. Et quand on est un esprit singulier, on ne fonctionne pas comme ça. Dans ce que tu appelles esprit singulier, encore une fois dans lequel je me reconnais, moi j'associe ça un peu, tu vois, au neurotypique, neuroatypique. Ouais, bien sûr. Si je rentre vraiment dans le sujet neurologique, tu vois, j'ai l'impression que ce que tu décris des personnes qu'on met en avant, qui réussissent tout, enfin en tout cas qui arrivent à s'organiser, etc., c'est les neurotypiques finalement. C'est ceux qui n'ont pas cette problématique, soit de problèmes d'attention, soit de problèmes de focus au sens vraiment sur une tâche, soit de problèmes à prioriser. Comment tu vois cet écart entre les neurotypiques et les neuroatypiques, ou cet écart entre les esprits non singuliers, je dirais lambda, et les esprits singuliers? Alors pour moi, il ne s'agit pas forcément d'un écart. Je ne le verrai pas comme ça. Je suis d'accord avec toi. Alors, on peut dire les gens soit typiques, soit normaux. Mais en réalité, eux-mêmes, ils sont dans une case peut-être dans laquelle ils n'ont pas envie d'être. La problématique, c'est comment le monde il est construit, comment on l'a construit. Alors, comment on l'a construit? Bien sûr qu'il faut des règles, donc on essaie de mettre des règles qui peuvent convenir au plus grand nombre. Ok, ça, c'est la base. Mais du coup, cet écart, il est mis en place. Pourquoi? Parce qu'il y a une méconnaissance, surtout des différences qu'il y a dans l'être humain. Tu vois, moi, il y a un truc qui a changé, qui m'a aidé beaucoup enfant. C'est que quand j'étais en 5e, j'étais dans un collège qui avait mis en place une politique qui était qu'on avait des personnes malentendantes ou handicapées, ou maintenant on dit porteurs de handicap. Donc porteurs de handicap dans des classes. Et en fait, on travaillait avec eux. Et on travaillait à côté d'eux, ils avaient les mêmes cours que nous, etc. Et on rigolait avec eux. Du coup, on avait aussi des cours, le langage des signes, etc. Moi, j'y allais pas trop, mais on arrivait à communiquer. Et en fait, cette ouverture d'esprit fait que tu vois que le monde, il est divers. Très tôt, tu le captes, c'est en toi. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on le voit même dans comment les réseaux vont fonctionner. C'est-à-dire que, toi, tu es bien placé pour le connaître, pour le savoir, pardon. C'est que ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont suivre une tendance. Et donc, on va dire dans le comportement, ceux qui sont considérés, c'est ceux qui sont dans la tendance. Dans une tendance que certains vont valider ou vont promotionner comme étant le comportement à avoir. Et donc, du coup, si tu n'es pas dans la tendance, si tu n'as pas cette ouverture d'esprit, toi, tu vas l'intégrer, cette histoire. Et si tu l'intègres très tôt, c'est là que se fait l'écart. Moi, je ne dirais pas qu'il y a un écart véritablement entre ce qu'on va dire les gens qui sont typiques, mais c'est plus les gens qui sont dans la tendance, dans une tendance qu'on met en avant, et ceux qui ne sont pas du tout dans la tendance. C'est pour ça que j'aime l'idée de parler d'esprit singulier, parce qu'on n'est pas dans la tendance. Moi, je n'ai pas été dans la tendance, que ce soit dans la période dans laquelle j'ai grandi, dans le moment dans lequel j'ai grandi, même dans ma manière de réfléchir, dans ma manière de ressentir les émotions, ma manière de voir le monde, ce n'était pas dans la tendance. Et ça, en réalité, c'est ça qui fait que tu n'es pas bien. Parce que même si tu es porteur d'un TDAH, si tu es porteur d'une neuroatypie, si quand tu es petit, tu es éduqué et tu as ton ouverture d'esprit et tu sais que ça existe, tu vois, et que les enfants sachent que ça existe, en fait, c'est comme si tu étais une autre caractéristique. Tout le monde va bien vivre avec, tu vois. Donc, moi, je pense plutôt que l'écart, il est là. Tu peux m'expliquer succinctement ton concept des 5 dimensions de la relation? De mon expérience professionnelle et personnelle, j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie. J'ai eu beaucoup de difficultés professionnellement, personnellement, comme beaucoup de gens. Liées à ta singularité? Liées à ma singularité. Effectivement. Liées à ma singularité, de ma sensibilité, ma manière de voir le monde. Donc, j'avais une tendance au début à me refermer, à être quelqu'un de assez sombre. C'était marrant parce que quand j'étais petit et adolescent, je sais pas si tu as cette ref, mais il y avait la pub d'une framboise qui s'énervait beaucoup dans Haribo, et on mettait un chapeau dessus, tu vois, et la framboise elle continuait à s'énerver, tu vois. Et moi on m'appelait comme ça, on m'appelait Framboisou, tu vois. On m'appelait Framboisou pendant très longtemps, et parce que je pouvais m'énerver sur quelque chose qui pour les autres n'était pas important, mais pour moi c'était trop important. Donc ça, c'était dû, aujourd'hui, je comprends que c'était dû à une sensibilité, c'était aussi dû à une manière de voir le monde qui était particulière. Et j'ai grandi, j'ai eu de l'expérience, je me suis fait accompagner également. Et là, après, on m'a enseigné et j'ai compris qu'en fait, pour être bien, c'était très important de développer 5 relations. La relation à Dieu, je suis quelqu'un pour qui la spiritualité est centrale.
ma relation à moi-même, ma relation aux autres, ma relation aussi au temps et ma relation aussi au lieu où je vais vivre. Donc je mets le lieu et le temps en général dans la même case de relation. Mais avoir découvert ça m'a permis de me sentir bien et d'être en paix avec qui j'étais. Parce que ma relation spirituelle, ma première relation m'a mis en accord avec ce que j'appelle le vide. Ce moment où, en fait, tu es singulier. Et en fait, j'accepte qu'à un moment, on ne va pas me comprendre. Je l'accepte. Je ne vais pas mettre quelqu'un à une place de sauveur ou d'une place de quelqu'un qui va pouvoir combler ce vide. Non, ce vide que je vis dans ma singularité, il est normal. Et c'est à moi de l'accepter, en fait. Et ce vide, justement, je vais pouvoir en parler dans ma spiritualité, dans ma relation à Dieu. Ce qui va me permettre d'avoir une relation avec moi-même qui est beaucoup plus saine. C'est-à-dire que je vais... attention, quand je parle de spiritualité, je parle pas de dogme, je parle vraiment d'avoir cette conscience que on a tous la foi, c'est-à-dire à un moment donné, on va tous croire à quelque chose que l'on ne voit pas. Les gens ils vont parler d'amour, de confiance, etc. Mais ou même dans le cas de quand tu es entrepreneur, quand tu vas faire un projet, quand tu vas dans un projet, tu vas aller dans une direction, tu vas croire à des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est la base de la foi. Et donc, lorsque cette relation avec moi-même, alors cette relation spirituelle, elle est comblée. La relation avec moi-même est beaucoup plus saine parce que je vais pas attendre ma relation à moi-même et du coup ma relation aux autres va être beaucoup plus saine parce que je ne vais pas attendre des choses des gens sur lesquels ils n'ont aucun pouvoir en réalité. Aucun pouvoir. Et il y a plein de choses dans les relations sur lesquelles les gens n'ont pas de pouvoir. Et on leur met ce pouvoir ou on leur met cette culpabilité parce que notre relation spirituelle n'est pas développée. Toujours dans le cadre, ces 5 dimensions de la relation, est-ce que tu peux me dire comment la surcharge mentale, selon toi, elle influence les relations personnelles et professionnelles et vice-versa, comment les relations professionnelles et personnelles ont un impact sur cette surcharge mentale? Alors, c'est assez simple, c'est une question de priorité et de connaissance de soi. Lorsque tu te connais bien, tu sais quelles sont tes priorités. Au moins, tu as travaillé dessus. Et donc, lorsque tu n'as pas travaillé sur toi, eh bien, tu vas être une victime préférentielle du monde de consommation dans lequel on vit. Le monde de consommation dans lequel on vit, c'est on doit faire toujours plus, on doit entendre toujours plus, on doit être dans le toujours plus. Donc, ce toujours plus qui t'est demandé va provoquer de la surcharge mentale. En gros, c'est comme si tu vivais dans la vie et on te dit si tu es riche, c'est parce que ton caddie, il est plein. Ton caddie, il est plein d'argent, il est plein de bienveillance, il est plein d'amour dans ta relation de couple, il est plein de fait que tu dois aller en voyage. En fait, tu as plein de cases pour lesquelles on t'a dit, écoute, dans ce monde de consommation, si tu remplis pas ces cases, si tu n'as pas toutes ces cases dans ton caddie, t'es pas bien. Là, tu vas avoir de la surcharge mentale parce que du coup, tu priorises pas. Tu priorises pas entre ton boulot, ta femme, ton enfant, tu priorises pas. Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens ont du mal à prioriser. Ça veut pas dire que prioriser, ça veut pas dire avoir un équilibre statique. C'est-à-dire, je dois passer 50% du temps avec ma femme et mes enfants ou avec mes amis et ma famille et 50% du temps au boulot. Non, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que certaines fois, tu vas taper 90% du temps au boulot, 5% dans la famille. C'est pas ça. Mais en fait, on parle d'une durée. Et tout le monde ne sera pas des stars. Parce que c'est aussi ça qu'on vend dans ce monde de consommation. On vend que tu peux être une star, tu peux être quelqu'un que tout le monde va regarder. Mais ça aussi, c'est un monde de consommation. Et en fait, non, tout le monde ne sera pas ça. Parce que ça ne va pas à tout le monde. Donc, cette surcharge mentale, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, si tu es surchargé mentalement, c'est que tu ne te connais pas assez bien. Ou que les gens autour de toi. Et si tu ne te connais pas assez bien,
c'est que il y a aussi de fortes chances que les gens qui sont autour de toi, tu les aies pas bien choisis. Si tu te connais pas assez bien, ça peut avoir aussi un impact dans le travail que tu vas choisir et comment tu vas avoir des relations avec les autres, tu vois. Donc tout ça va créer de la surcharge mentale et va créer aussi des troubles de santé mentale, parce que te connaître bien va te permettre de prioriser, de mettre des limites et d'être OK avec ça. Ouais. Dans le cadre de la relation à soi, selon toi, selon ton expérience, comment peut-on trouver une harmonie personnelle face à cette pression ? C'est très simple. Je te donne l'exemple d'une embrouille de couple. Tu t'embrouilles avec ton partenaire ou ta partenaire. Il y a une différence. Il va y avoir une différence qui va se passer dans ta tête. Il va y avoir deux choses. Il va y avoir ce que tu as envie de dire à la personne et ce que tu n'oses pas dire à la personne que tu es. Ce que tu as envie de dire en général à la personne, quand tu t'embrouilles, ce n'est pas des choses gentilles. Ce n'est pas des choses agréables à la personne. Là, tu es en train d'exprimer ce qu'on appelle une émotion qu'on appelle raquette. C'est-à-dire une émotion que tu connais bien et qui te permet, selon toi, de te défendre. Alors que tout ce que tu n'oses pas dire à la personne que tu aimes, c'est ce qui est vraiment important. Et là, on parle dans les sciences du comportement, on parle d'émotions authentiques. Donc si je dois résumer, lors d'une embrouille de couple, lors d'une embrouille avec quelqu'un, connecte-toi à vraiment qui t'es et pose-toi la question, qu'est-ce que je n'ose pas lui dire ? Ce que je n'ose pas lui dire, c'est que peut-être en vérité, on doit se quitter. Ce que je n'ose pas lui dire, c'est peut-être qu'en vérité, j'ai besoin d'aide. Ce que je n'ose pas lui dire, c'est peut-être qu'en vérité, je suis dépassé. Ce que je n'ose pas lui dire, dans tout ce que je n'ose pas lui dire, il va y avoir mes besoins authentiques. Et c'est là, vraiment, qu'on va connaître ses limites. Parce que la connaissance de soi, c'est souvent dans la connaissance de soi, dans le monde dans lequel on vit, c'est « oui, moi je suis capable de ça, je suis capable de ça ». Ok. Mais il y a ce dont tu es capable et ce dont, justement, tu n'es pas capable. Et ce dont tu n'es pas capable va t'aider énormément dans la vie. Et c'est pour ça aussi qu'on souffre, les esprits singuliers, parce que on veut pas nous entendre. On veut pas comprendre que nous, certaines fois, ça, on ne comprend pas. On n'est pas capable de ça. Donc, on essaie de s'adapter. Et là, c'est relou. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quoi ? C'est les différents types de relations. La relation spirituelle, la relation à soi-même, la relation aux autres, la relation au temps et au lieu. Ce qu'on a vu également, c'est qu'on est dans un monde de promotion, dans un monde qui nous pousse à consommer. Et dans ce monde de consommation, eh bien, on est dans le toujours plus. Le toujours plus va être contre le fait d'exprimer nos limites. Et donc, ce qu'on a vu également, c'est que pour savoir qui on est, la réponse, elle est dans nos limites et on peut la trouver lorsqu'on va être en conflit avec les gens ou lorsqu'on va être dans une situation de stress. Et dans cette situation de stress, il va falloir faire la différence entre tout ce qu'on a envie de dire pour se protéger et tout ce qu'on n'ose pas dire. C'est là la véritable pépite. C'est dans tout ce qu'on n'ose pas dire. Tout ce qui est le plus important pour nous, c'est tout ce qu'on n'ose pas dire. Et tout ce qu'on n'ose pas dire, eh bien, ça reflète en fait tous nos besoins. Tu peux donner à tes auditeurs une clé pratique, un outil pour commencer à alléger sa surcharge mentale dès aujourd'hui? Une clé pratique que je peux donner à nos auditeurs, c'est de jamais oublier quelles sont leurs priorités. Et pour ne jamais oublier quelles sont tes priorités, c'est important, un, de te connaître, et deux, de pouvoir, comment te dire ça ? De pouvoir être toujours en lien avec tes valeurs. À un moment donné, lorsque tu auras des choix à faire, pose-toi la question de qui je suis et est-ce que ça correspond à mes valeurs. Pas est-ce que je vais plaire aux gens. Dès que tu vas te dire, tu vas faire des choix par rapport aux autres, t'es mort. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. Cela dépend de la plateforme où tu étais. Si tu veux continuer à en apprendre plus sur toi, à pouvoir affirmer et vivre sereinement avec ta singularité, je t'invite à regarder le prochain épisode dans lequel nous allons parler de ce sujet très important qui est pourquoi je me sens incompris.